un philosophe humaniste bien connu, membre du comité national consultatif d'éthique jusqu'en 2016, matérialiste et humaniste. Il vient partager avec nous ses réflexions. J'appelle sur scène M. André Comte-Sponville. Bien, bonjour à tous. Donc, on va parler du travail en 2030. C'est un sujet, pour tout vous dire, que je trouve un peu curieux. Parce que 2030, c'est donc dans 13 ans, c'est-à-dire c'est demain matin, quoi. Et donc, le plus vraisemblable, ça serait que le travail en 2030, ça soit en gros la même chose qu'en 2017. Or, on sait bien tous que ça ne sera pas la même chose. Et je crois que ça dit quelque chose de notre époque, parce que j'imagine que le travail en 1817 et en 1830, il a changé aussi, vous voyez, mais sans doute pas au même rythme que ce qu'on prévoit pour les 13 années qui viennent. Ça veut dire que nous vivons, chacun le sait, un temps de mutation. Non seulement parce que tout change, ce qui est une évidence, mais parce que tout change de plus en plus vite. Que tout change, au fond, c'est aussi vieux que le monde. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite, mais le fleuve s'est considérablement accéléré. Tout change de plus en plus vite, c'est vrai d'un point de vue géopolitique comme d'un point de vue économique. Mondialisation, globalisation, avec les phénomènes que ça entraîne, le terrorisme, les problèmes des migrants, le populisme, l'élection de Trump aux États-Unis, le Brexit, le score quand même inquiétant du Front National en France, etc. C'est vrai aussi d'un point de vue écologique, avec le réchauffement climatique et la nécessaire transition énergétique. Et c'est vrai spécialement du travail, qui a formidablement changé ces dernières décennies, qui changera encore. On parle d'une troisième révolution industrielle, la révolution des TIC, des technologies de l'information et de la communication, avec le rôle des réseaux sociaux, la part croissante du digital, alors spécialement dans le monde du travail, la robotisation, l'intelligence artificielle, les big data, le e-commerce, le télétravail, l'économie dite collaborative, souvent mal nommée, parce qu'il arrive qu'elle soit plus rude, plus cruelle et plus individualiste que l'économie traditionnelle. Pensez à l'ubérisation, comme on dit, et à la fin envisagée par certains du salariat, voire du travail, disent d'autres. Bref, certains experts nous annoncent pour 2030, justement, que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont au lycée aujourd'hui, feront en 2000, que la moitié des jeunes qui sont au lycée aujourd'hui feront en 2030 un métier qui aujourd'hui n'existe pas encore. 2030, peut-être 2050, mais ça c'est tout à fait nouveau. En 1817, la moitié des jeunes ne feraient pas 13 ans plus tard, un métier qui n'existait pas. Et là, on touche du doigt la rapidité de cette mutation. Ce n'est pas une raison pour oublier ceux qui continuent, à commencer par le travail. Parce que si le travail change, et s'il va changer, ça veut dire qu'il va rester du travail. Parce qu'il faut bien comprendre que le changement et l'identité sont indissociables. On ne peut changer qu'à condition de rester le même. Imaginez que tel ou tel d'entre vous m'ait écouté dans une conférence il y a 15 ans, il va tweeter #ICF, Comte-Sponville a drôlement changé. Mais ça prouve que c'est toujours Comte-Sponville. Parce que s'il me confond avec Finkielkraut, par exemple, il ne peut pas dire il a changé, ce n'est pas le même. Autrement dit, pour changer, il faut rester un et le même. Et donc ma thèse, c'est que si le travail change, ça veut dire que le travail va rester ce qu'il est, c'est-à-dire un travail. Alors, sur ce qu'il sera dans les détails en 2030, moi je laisse s'exprimer les spécialistes, je ne suis pas économiste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas prévisionniste.
Ce que je retiens de leurs discours à eux, quand il m'arrive de les écouter ou de les lire, c'est deux choses. Une bonne nouvelle et une mauvaise, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille de moins en moins. Et mon idée, c'est que c'est une bonne chose, que ça va continuer et qu'il faut tout faire pour que ça continue. Je vous rappelle qu'on a voté en France en 1892, donc fin 19e siècle, c'est pas si vieux que ça, c'est pas le Moyen-Âge. Hein. On a voté en France en 1892 une loi fixant la durée maximale du travail à 11 heures par jour pour les femmes et les enfants et à 12 heures par jour pour les hommes adultes. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, on travaillait 6 jours par semaine. C'était donc la semaine des 72 heures. Le patronat était contre, jugeant cette limitation trop coûteuse ou peut-être contraire à la valeur travail. Ça ne veut pas dire qu'on peut fixer n'importe quelle limite. Si vous pensez aux 35 heures, moi je suis personnellement assez réservé sur la limitation des 35 heures, pas du tout pour des raisons morales, mais pour des raisons économiques. Mais on pourra en reparler, mais ce n'est pas mon propos. Mais en revanche, je pense que les 35 heures, les 32 heures, les 30 heures, les 25 heures peut-être un jour, ça serait formidable qu'on y arrive. Autrement dit, la réduction du temps de travail est un fait historique avéré. Passer de 72 heures, même mettons à 40 heures, si on laisse de côté les lois Aubry et le cas particulier de la France, mais passer de 72 heures à 40 heures, c'est l'un des plus fantastiques progrès sociaux de toute l'histoire de l'humanité. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille de moins en moins. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de travail. Évidemment, les deux nouvelles ne sont pas contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est l'envers de la médaille, si l'on peut dire. Ça veut dire que le chômage devient important, alors spécialement en France, pour des raisons, là encore, qui touchent, me semble-t-il, à la politique économique de notre pays depuis des décennies. Mais pas seulement en France. Il est clair que la révolution technologique, le digital, la robotisation détruisent des emplois. Alors les optimistes prétendent que ces révolutions créent autant d'emplois, voire davantage, qu'elles n'en détruisent. Acceptons-en l'augure, j'en suis pas absolument certain. Parce qu'il y a des métiers qui sont peu impactés par la révolution technologique, ceux qui sont en gros en haut de la hiérarchie. La probabilité que le prochain patron de PSA soit un robot est faible. Et puis en bas de la hiérarchie, la probabilité que les femmes ou les hommes de ménage qui nettoient vos bureaux le matin soient des robots en 2030 me paraît faible. Et donc, les métiers les moins qualifiés, qui sont souvent des métiers de service maintenant plutôt que des métiers industriels, et les métiers les plus qualifiés résistent bien à la robotisation, au logiciel, au logarithme. Dans l'entre-deux, il y a du souci à se faire. Parlez-en aux banquiers. On annonce que la banque, c'est la sidérurgie des prochaines années. C'est-à-dire qu'on va détruire autant d'emplois dans la banque dans les années qui viennent que dans la sidérurgie il y a 20 ou 30 ans. Parlez-en aux banquiers et vous verrez que le problème se pose bien. D'ailleurs, combien de fois allez-vous à votre agence bancaire cette année par rapport à il y a 20 ans ? Il y a 20 ans, il fallait en gros y aller toutes les semaines, retirer du liquide, ce que sais-je. Moi, mon agent, je vais 2 fois par an, c'est le maximum. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille de moins en moins. Je m'en réjouis, j'espère que ça va durer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de travail. Et toute la difficulté politique, mais ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, ça va être d'articuler ces deux notions. La diminution heureuse du travail et la raréfaction problématique des emplois. Voilà. Mais revenons-en à mon domaine de compétences. Sur ce que sera le travail en 2030, disais-je, je laisse parler les spécialistes. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'il a toujours été, puisqu'il ne peut changer qu'à condition de rester la même chose, du travail.
ce qui m'intéresse, c'est ce que le travail a toujours été, qu'il sera toujours, sauf à disparaître. Donc, c'est l'essence du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Et donc, ça suppose d'abord une définition. Alors, voilà la définition que je vous propose. J'appelle travail une activité utile, et utile à autre chose qu'au plaisir qu'on y trouve, par différence avec le jeu. Parce que si vous jouez, je ne sais pas, au bridge, au golf, au foot, ou à un jeu vidéo, vous y prenez du plaisir. On peut dire, ben voilà, c'est utile, puisque j'y trouve du plaisir, oui. Mais c'est un jeu. Parce que le jeu se caractérise par le fait qu'il n'a pas d'autre utilité que le plaisir qu'on y trouve. Alors que le travail n'est pas un jeu. Parce que le travail, c'est une activité utile à autre chose qu'au plaisir qu'on y trouve. Donc le travail est une activité utile, le plus souvent fatigante ou fastidieuse, qui suppose une certaine compétence et qui crée ou maintient de la richesse. J'appelle travail une activité utile et utile à autre chose qu'au plaisir qu'on y prend, le plus souvent fatigante ou ennuyeuse, qui suppose une certaine compétence et qui crée ou maintient de la richesse. Ça veut dire que le travail, ce n'est pas seulement le travail marchand ou le travail salarié. Quand vous faites le ménage chez vous, quand vous bricolez, quand vous jardinez, alors vous savez que le bricolage et le jardinage sont les deux loisirs préférés des Français, et ça se mesure d'ailleurs au succès économique des magasins spécialisés en bricolage et en jardinage. C'est du travail. C'est une activité utile. Passer l'aspirateur, faire la vaisselle, créer une chambre ou une salle de bain sous les combles, retourner son jardin. Utile à autre chose qu'au plaisir qu'on y trouve. C'est fatigant et c'est ennuyeux le plus souvent. Et ça crée ou maintient de la richesse. Une maison entretenue a plus de valeur qu'une maison laissée à l'abandon. Vous créez une salle de bain sous les combles, vous augmentez la valeur de votre maison. Un jardin entretenu a plus de valeur qu'un jardin laissé à l'abandon. Et donc, même la réduction du temps de travail, autant du temps de travail marchand, salarié, par exemple, ça ne veut pas dire que le travail disparaisse de la vie de nos contemporains. Et si vous ajoutez à la vie de nos contemporains ces travaux non marchands, donc le ménage, dont il faut rappeler que ce sont surtout les femmes en vérité qui s'en occupent, un ménage, courses, cuisine, etc., le bricolage et le jardinage, et vous découvrez qu'on est très au-delà, sans parler de l'éducation des enfants, activité utile, fatigante ou fastidieuse, et oui, qui suppose une certaine compétence, qui crée ou maintient de la richesse. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup, beaucoup plus que 35 heures par semaine. Alors, le philosophe anglais Russell, dans un texte que vous pourrez trouver, il vient d'être édité là, dans le magazine Philosophy Magazine de ce mois-ci, qu'il appelait « Éloge de l'oisiveté ». Russell note qu'il y a deux types de travail. Je vais vous lire le texte, comme souvent chez Russell, il est parfaitement clair, mais quelque peu amusant. Il existe deux types de travail. Le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière se trouvant à la surface de la terre ou dans le sol. Le second type de travail consiste à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Le premier type de travail est désagréable et mal payé. Le second est agréable et très bien payé. Les coachs font partie du deuxième type de travail. Les philosophes aussi. Ça, c'est un vrai problème. C'est que le même mot, en un sens, c'est la même essence, parce que ça correspond bien à ma définition, une activité utile, fatigante ou fastidieuse, qui suppose une compétence, qui crée au maintien de la richesse. Mais c'est tellement différent dans le vécu que utiliser le même mot, c'est quand même problématique. Et c'est ce que notait l'économiste Galbraith dans les années qui ont suivi, dans ses travaux sur la crise de 29. Galbraith écrit quelque part, on utilise le même mot, work en anglais, travail chez nous,
On utilise le même mot pour désigner une activité tellement passionnante qu'on la ferait même sans être payé pour cela. Et pour désigner une activité tellement désagréable, ennuyeuse, fastidieuse, fatigante, qu'on ne la fait que parce qu'on en a vraiment besoin pour gagner sa vie. Et Galbraith concluait en disant « Utiliser le même mot pour désigner deux activités tellement différentes, c'est déjà un signe évident d'escroquerie. » Je lui laisse ce dernier mot à sa responsabilité, mais disons que c'est au moins l'indice d'un vrai problème. Notamment quand on écoute les chefs d'entreprise parler du travail et en parler à leurs salariés, on a des fois le sentiment que le patron croit qu'il fait le même travail que ses salariés. Mais évidemment non. Mais donc il est normal d'aimer davantage son métier quand on fait un métier passionnant, chef d'entreprise, DRH, coach, en gros le public ici, plutôt que quand on est technicien de surface, ouvrier à la chaîne, conducteur de poids lourd, que sais-je. Vous remarquerez que, je parle du travail depuis 10 minutes, je n'ai pas prononcé le mot ou l'expression de valeur travail, dont on nous rebat les oreilles depuis des années. Eh bien, on va en parler. On va en parler parce que cette notion de valeur travail est, à mon sens, ce que Bachelard appellerait un obstacle épistémologique, voire un obstacle idéologique, c'est-à-dire quelque chose qui empêche de penser, quelque chose qui empêche de comprendre. Il me semble que ce discours, pour les gens de ma génération, a surtout commencé au moment des lois Aubry, en France. On a beaucoup dit à l'époque, spécialement au MEDEF, c'était du temps de M. Sellière, au gouvernement, c'était du temps de M. Raffarin. On a beaucoup dit à l'époque que les lois Aubry, sur les 35 heures, avaient fait baisser, voire quasiment disparaître, la valeur du travail. Le travail, depuis les lois Aubry, serait une valeur en baisse. Soit, mais en quel sens du mot « valeur » ? Parce que ce mot de valeur, comme vous le savez tous, il a deux sens très différents. Il y a la valeur économique, la valeur marchande, et puis il y a la valeur morale. Alors lorsqu'on parle d'une baisse ou d'une quasi-disparition de la valeur travail, est-ce qu'il s'agit d'une baisse de sa valeur économique ou est-ce qu'il s'agit d'une baisse de sa valeur morale ? Il ne peut pas s'agir d'une baisse de sa valeur économique. Parce que là, à l'inverse, les lois Aubry, imposant une réduction de la durée du travail à salaire constant, entraînent au contraire, c'est bien pourquoi elles sont économiquement problématiques, entraînent au contraire une augmentation du coût du travail. Et là, il faut être à la fois sérieux et cohérent. On ne peut pas en même temps constater, voire dénoncer pour certains, une augmentation du coût du travail, et en même temps se plaindre d'une baisse de sa valeur économique. Non, il n'y a pas de baisse de la valeur économique du travail en France. Très loin de là, le travail en France n'a jamais été aussi cher. Oui. Si bien que si baisse de la valeur travail il y a, puisqu'il ne s'agit pas d'une baisse de sa valeur économique, il ne peut s'agir que d'une baisse de sa valeur morale. Et c'est bien ça, en effet, que me décrivent très souvent les chefs d'entreprise, qui m'expliquent que pour la plupart de leurs salariés, et spécialement, me disent-ils, pour les plus jeunes de leurs salariés, le travail est de moins en moins une valeur morale. J'ai vu même plusieurs chefs d'entreprise, lors de colloques, de séminaires, me faire part de leur désarroi et me dire, écoutez les jeunes, je n'y comprends plus rien. Pour eux, le travail n'est même plus une valeur morale. Eh bien voilà, je suis venu accomplir devant vous la tâche difficile, mais que je crois nécessaire, de vous aider à comprendre que sur ce point précis, ce sont les salariés, et spécialement les plus jeunes des salariés, qui ont raison. Parce que ce que je crois, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. Ma position sur ce point tient en 3 points. 1, le travail n'est pas une valeur morale. 2, il n'est pas non plus une fin en soi, FIN, un but en soi. 3, c'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Donc d'abord, le travail n'est pas une valeur morale.
Lorsque j'ai publié, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, 22 ans, l'un de mes livres qui s'appelait « Petit traité des grandes vertus », qui, comme son titre l'indique, était un traité de morale, plusieurs chefs d'entreprise sont venus me voir, là encore, à l'occasion de tel ou tel colloque ou séminaire, pour me faire, le plus souvent cordialement, mais tout de même vertement, le reproche suivant. Ils me disaient, c'est quand même culotté, votre petit traité des grandes vertus. Vous faites 18 chapitres sur les 18 vertus principales, à vos yeux, les plus grandes vertus. Il n'y a pas un seul chapitre sur le travail. Je leur répondais, oui, vous avez raison. Il n'y a pas de chapitre sur le travail dans mon petit traité des grandes vertus. Mais avez-vous remarqué, leur demandais-je, avez-vous remarqué que dans les évangiles, non plus? Parce qu'enfin, il n'est écrit nulle part que je sache. Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres que votre Père du ciel vous aime. C'est sensiblement différent. L'amour est évidemment une valeur morale. Le travail, à mon sens, n'en est pas une. Alors nos chefs d'entreprise, un peu désarçonnés par ma réponse, et d'autant plus qu'en France, ils sont presque tous de culture chrétienne, se raccrochaient à la première branche qui passait devant leurs yeux hagards, une très grosse branche, en l'occurrence la Bible, pas moins, la Genèse. Et il me disait sur un ton vengeur, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est ?» Je répondais, « Oui, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. » Autant suggérer à M. Gattaz ou à l'ICF de choisir le knout ou le fouet comme emblème managérial. Alors, je m'arrête 2 minutes là-dessus. Évangile selon saint Matthieu 6, 26 et selon saint Luc 12, 27. C'est un athée qui vous parle. Je m'en parlais tranquillement. Mais enfin, ça fait 2000 ans, en gros, que ça éclaire une civilisation qui doit être la nôtre. C'est quand même plus important que de savoir ce qui va se passer entre 2017 et 2030. Enfin, la seule chose qui est sûre en 2030, c'est qu'on lira encore les évangiles. Et qu'on ne se ponville. Enfin, bon, ça durera quand même, selon vraisemblance, moins longtemps. Alors voilà, donc évangile selon Matthieu 6, 26 et Luc 12, 27. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Sème du verbe semer. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Voyez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne travaillent ni ne filent. Autrement dit, deux des exemples que Jésus nous donne, les oiseaux du ciel et les lys des champs, non seulement n'ont jamais travaillé et ne travailleront jamais, mais Jésus nous donne expressément en modèle parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et puis il y a les ouvriers de la 11e heure. Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, mais enfin, donner le même salaire à des ouvriers qui ont travaillé 1 heure qu'à des salariés qui ont travaillé 12 heures. Même Martine Aubry n'est pas allé aussi loin et il s'en faut de beaucoup. Alors oui, il y a la parabole des talents, parabole de droite, il faut bien qu'il y en ait une aussi, sauf qu'il n'est pas question du travail. Alors là, on va s'y attarder 1 seconde, sinon c'est pas intelligible. Le patron part en voyage, confie un talent, une certaine somme d'argent à l'un de ses serviteurs, 5 talents, je crois, à un autre, 10 talents au 3e. Et puis revient, au bout de quelques mois, le serviteur qui avait reçu 10 talents dit à son maître, « Maître, tu m'as confié 10 talents, mais tu vois, je les ai fait fructifier. Maintenant, j'ai 20 talents, tiens, ils sont à toi. » Le maître est content, mettez-vous à sa place. Le second serviteur qui avait reçu 5 talents dit au maître, « Tu m'as confié 5 talents, maintenant j'ai 10 talents, tiens, ils sont à toi. » Le maître est content. Et le 3e serviteur, le mauvais serviteur, dit au maître, « Maître, tu m'as confié 1 talent, mais comme je sais que tu es un maître sévère et dur, j'en ai pris le plus grand soin. Regarde, il est intact, je te le rends. » Le maître n'est pas content du tout. Il dit au serviteur, « Tu es un mauvais serviteur. Tu devais faire fructifier ton talent. » D'où le sens métaphorique maintenant du mot talent. « Tu es un mauvais serviteur, tu devais faire fructifier ton talent. Tu n'avais qu'à le confier à un banquier. » C'est dans le texte, c'est dans le texte.
J'en tire deux conclusions. Un, ceux qui reprochent à Macron d'être banquier n'ont pas compris les évangiles. Deux, la parabole des talents, on peut y voir une apologie de l'investissement. On peut y voir une justification du capitalisme si l'on veut, et je comprends que ça plaise beaucoup aux chefs d'entreprise. Mais on ne peut aucunement y voir une apologie du travail. Parce que ce n'est pas en travaillant beaucoup qu'ils sont passés de 10 talents à 20 talents. Non, ils l'ont confié à un banquier, ils l'ont placé, ils l'ont prêté, que sais-je. Et puis, bon, laissons les écritures. Même la langue en français est contre vous. Enfin, pardon, contre les coachs, pas spécialement, mais vous avez l'habitude, je parle plus souvent des chefs d'entreprise qu'à des coachs. Même la langue en français est contre les managers. Voilà. Je vous rappelle, ou peut-être je vous apprends pour certains, que ce mot de travail en français, comme dans plusieurs autres langues latines, vient du bas latin trépalium. Et que le trépalium, dans la Rome antique, c'était un instrument de torture. De torture. Comme quoi la difficulté douloureuse du rapport au travail, ça n'a pas commencé avec les lois Aubry. Ça n'a même pas commencé avec mai 1968. Je vous jure que ça a commencé bien, bien avant. Ça a commencé, en gros, avec le travail. Autrement dit, il y a au bas mot 10 000 ans, 12 000 ans, la révolution néolithique. Et encore, à supposer que la chasse et la cueillette, qui existaient depuis bien plus longtemps, n'aient pas été déjà des formes de travail. C'est d'ailleurs en ce sens, trépalium, qu'on parle de salle de travail dans nos maternités. La salle de travail dans une clinique, comme chacun sait, c'est le nom traditionnel qu'on donne à la salle où les femmes accouchent. Pas du tout qu'on ait considéré qu'accoucher était un métier, mais simplement parce qu'accoucher, depuis des millénaires, et encore souvent aujourd'hui, messieurs, ça fait atrocement mal. La salle de travail, c'est simplement la salle de souffrance. Et ça en dit long, là encore, sur le travail. Et c'est pourquoi, et c'est ce que les patrons et les managers ont du mal à comprendre, c'est pourquoi travailler, on ne préférerait pas. Tout le monde préfère être salarié plutôt que chômeur, mais tout le monde, ou presque tout le monde, préférerait être rentier plutôt que salarié. C'est une bonne question de savoir. Supposez que vous gagnez 60 millions d'euros au loto européen, tel ou tel d'entre vous, combien continueront à être coach? Et pourtant, vous faites un métier sympa. Si vous étiez caissière dans une grande surface, ouvrier métallurgiste, évidemment, quand on touche 60 millions d'euros, on arrête de bosser, ça va de soi. Travailler, on ne préférerait pas, et bien je vais vous dire, ça sera encore vrai en 2030. Et c'est pourquoi on raconte des histoires. Quand on présente à des managers pour leur faire un cours de management, un grand chef d'orchestre ou le coach d'une équipe de foot. Non pas que ça ne soit pas en effet des managers, mais parce qu'ils font un boulot beaucoup plus facile que la plupart des managers. Prenez le premier violon de l'orchestre de Paris, imaginons qu'il gagne 60 millions d'euros au loto européen. Je ne sais pas ce qu'il ferait, sauf une chose. Je suis certain qu'il continuerait à jouer du violon. Parce que c'est sa vie, évidemment. Alors peut-être qu'il va démissionner de l'orchestre, qu'il va créer un quatuor à cordes, qu'il va engager une carrière de soliste, mais il va de soi qu'il continuera à jouer du violon. Même chose pour les joueurs de football, d'ailleurs, dont certains ont gagné effectivement beaucoup plus que 60 millions d'euros. Et ils continuent, mais pas seulement pour l'argent, parce que c'est marrant de taper dans un ballon. C'est un plaisir. Puis dès qu'il marque un but, il passe au journal de 20 heures. La dernière fois qu'un salarié de telle ou telle entreprise est passé au journal de 20 heures, c'était quand? C'était lors du dernier plan social. Et puis ces jeunes joueurs de foot, quand ils avaient 7 ans, 8 ans, ils n'avaient qu'un rêve dans la vie, un seul, devenir footballeur professionnel. Je m'adresse aux chefs d'entreprise qui sont là. Combien de vos salariés à 7 ou 8 ans n'avaient qu'un seul rêve? Travailler dans votre entreprise. Aucun, évidemment.
Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc en vérité, le travail, ce n'est pas d'abord un plaisir, ce n'est pas d'abord une vocation. Le travail, c'est d'abord une contrainte. Et quand ce n'est pas une contrainte, ben, c'est plus du boulot. Je me souviens une fois, moi j'ai animé une série d'émissions, il y a très longtemps de ça, à France Musique. Une fois par semaine, 1 heure, on choisit ses morceaux préférés, on les commande brièvement, puis on les fait passer. Bon. Et donc, j'ai dû faire 25 séances sur 25 semaines. Et donc, les rapports avec le technicien et l'animateur étaient de plus en plus chaleureux. Donc, dès que j'arrivais, il sortait la bouteille de whisky, je sortais mon paquet de cigarettes. À l'époque, on avait le droit de fumer dans les studios de France Musique. C'était la belle époque. Et on écoutait des musiques sublimes. Et je revois le technicien tenant son verre de whisky à la main, écoutant je ne sais plus quelle musique sublime, me dire qu'on est payé pour ça. Et oui, c'était pas du travail, c'était du plaisir. Alors il y a des moments de plaisir dans le travail, mais le travail n'est pas un plaisir. Le travail n'est pas d'abord une vocation, le travail c'est d'abord une contrainte. Mais bon, laissons les textes et l'étymologie, venons-en au réel lui-même. Moi, ce que je dis, c'est que le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouvent les vacances et le salaire. C'est ce que prouvent les vacances d'abord. Je vérifie l'heure à laquelle je dois m'arrêter. Parce que... ouais, ah oui. Donc, le travail n'est pas de valeur morale, c'est ce que prouvent les vacances et le salaire. C'est ce que prouvent les vacances d'abord, parce que le propre d'une valeur morale, c'est d'être sans repos ni cesse. Il n'y a pas de congé payé pour la vertu. On ne va pas dire aux Français, écoutez, la générosité est une valeur morale, et donc, vous aurez le droit d'être égoïste pendant 4 semaines par an. Pour la 5e, on va discuter avec les syndicats. On ne va pas dire aux Français, la justice est une valeur morale, et donc, vous aurez le droit d'être injuste pendant 4 semaines par an. Évidemment, non. Si la générosité et la justice sont des valeurs morales, elles s'imposent par définition 52 semaines par an. 365 jours par an, 366, c'est d'année bissextile. Le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle est sans repos ni cesse. Tout travail mérite repos. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Le travail n'est pas d'une valeur morale, c'est ce que prouve enfin et surtout le salaire. Eh oui, le salaire. Parce qu'enfin, chers amis, pour aimer, vous demandez combien? Vous allez me dire, attendez, là vous me traitez de prostituée, l'amour ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Vous avez bien sûr raison, l'amour est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être juste, il faut qu'on vous paye. Mais attendez, si on paye pour être juste, c'est plus de la justice, c'est de la corruption. Vous avez raison. La justice est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être généreux, vous demandez combien? Mais attendez, si je demande quelque chose, c'est plus de la générosité, c'est de l'égoïsme. Vous avez raison. La générosité est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour travailler, vous demandez combien? Ah ben là, la question est intéressante, parce qu'on connaît la réponse. Parce que pour tous ceux ici qui sont salariés, la réponse est inscrite en bas à droite, souvent en caractère gras, sur leur bulletin de salaire. Pour d'autres dont je suis, tous ceux qui sont profession libérale, qui ont créé une SARL, peu importe, la réponse est inscrite sur la facture que j'enverrai à votre association, Madame la Présidente, pas plus tard que dans quelques jours. Et on est au moins 2 ou 3 dans la salle, à savoir que je ne suis pas franchement bon marché, même si je fais une réduction très importante pour les CF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'est pas à vendre, c'est qu'elle n'a pas de prix. Tout travail mérite rémunération. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Disons la chose autrement, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'est jamais soumise à quelque marché que ce soit. Il y a un marché du travail. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Je dirais volontiers, quitte à forcer un peu le trait, que le travail pris en lui-même ne vaut rien au sens des valeurs morales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas un devoir,
c'est pourquoi il a un prix. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Bref, je dis toujours, manager, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs ou subordonnés pour les motiver ou pour tenir lieu de management. Donc le travail n'est pas une valeur morale. Deuxième idée, il n'est pas non plus une fin en soi, un but en soi. Les deux idées sont très proches, parce que le propre d'une valeur morale, justement, c'est d'être un but en soi, une fin en soi. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, si vous voulez. Imaginez, je ne sais pas, ce soit l'anniversaire de tel ou tel de vos gamins, un petit garçon, une petite fille de 7-8 ans. Vous organisez chez vous un samedi après-midi un goûter d'anniversaire. Et comme c'est son anniversaire, le gamin a le droit de couper lui-même le gâteau d'anniversaire. Et vous constatez qu'il donne une part énorme à son meilleur copain qu'il adore et une toute petite part à son grand frère qu'il déteste. Alors, vous dites, attends, c'est pas juste, regarde, tu as donné une part énorme à Aurélien, une toute petite part à Alexandre, ce n'est pas juste. Votre gamin vous demande, mais maman, mais papa, à quoi bon être juste? Dans quel but? Réfléchissez-y, vous verrez que la seule bonne réponse à lui faire, c'est de lui dire en substance, mon fils, ma fille, mauvaise question. On n'est pas juste pour autre chose que la justice, sinon c'est plus de la justice. On est juste parce qu'il faut être juste. La justice, ce n'est pas un moyen en vue d'une fin. La justice, c'est une fin en soi, un but en soi. Un autre jour, vous surprenez votre gamin en flagrant délit d'égoïsme. Vous lui dites, écoute, dans la vie, il faut être un peu généreux. Votre gamin vous répond, mais papa, mais maman, à quoi bon être généreux? Là encore, réfléchissez-y, la seule bonne réponse à lui faire, c'est lui en substance, mon fils, ma fille, mauvaise question. On n'est pas généreux pour autre chose que la générosité, sinon c'est plus de la générosité. On est généreux parce qu'il faut être généreux, parce qu'il est bon d'être généreux. La générosité, ce n'est pas un moyen en vue d'une fin, la générosité, c'est une fin en soi, un but en soi. Votre gamin ne fout rien à l'école. Vous lui dites, écoute, dans la vie, il faut travailler. Votre gamin vous demande, mais maman, mais papa, à quoi bon travailler? À quoi bon travailler? Il faut lui répondre, mon fils, ma fille, excellente question. Et tant que vous n'aurez pas aidé à trouver sa réponse à cette question, à quoi bon travailler, vous aurez du souci à vous faire concernant l'efficacité de votre coaching familial. Parce qu'aussi assurément, la justice ou la générosité en tant que valeur morale sont des fins en soi, aussi assurément, le travail n'est pas une fin en soi, parce que le travail, évidemment, n'est qu'un moyen. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Alors là, ça devient intéressant. Parce qu'autre chose que le travail, c'est quoi? Autre chose que le travail, c'est le loisir, le temps libre, le repos. Ça veut dire que le travail est un moyen qui sert à autre chose que lui-même, qui sert à quoi? Qui sert au repos, qui sert au loisir, qui sert au temps libre. Bref, comme Aristote l'avait compris dans son génial bon sens, alors c'est une formule que j'aime beaucoup citer aux chefs d'entreprise, en particulier et aux managers en général, parce qu'elle est à peu le contraire de leur idéologie spontanée. Alors rassurez-vous, un tout corps de métier secret est une idéologie spontanée qui en gros est un discours d'auto-justification. Je pourrais passer le reste de la matinée sur l'idéologie spontanée du corps enseignant, mais ça ne serait pas très intéressant puisque d'évidence, il y a moins de profs ici que de managers. Donc réfléchissons à l'idéologie spontanée du manager. Eh bien, une bonne façon de la saisir, c'est de partir d'une formule d'Aristote qui dit exactement le contraire de cette idéologie spontanée du manager. Aristote, dans son génial bon sens, écrit ceci: « Le travail tend au repos », on pourrait traduire au loisir, au temps libre, hein. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a vraiment que les chefs d'entreprise, les managers ou quelques fous du boulot qui croient sérieusement qu'on se repose la nuit pour pouvoir mieux travailler toute la journée. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les managers et quelques fous du boulot qui croient sérieusement qu'on se repose pendant le week-end pour pouvoir mieux travailler toute la semaine.
Il n'y a que les chefs d'entreprise, les managers et quelques fous du boulot qui croient sérieusement qu'on se repose pendant les vacances pour pouvoir mieux travailler toute l'année. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les managers et quelques fous du boulot qui croient sérieusement qu'on se repose pendant la retraite pour pouvoir mieux travailler toute la mort. Et là, reconnaissez que l'idéologie spontanée du manager atteint sa limite. C'est que si le repos tendait au travail, la retraite serait une absurdité. Alors que ce que savent d'instinct la plupart des salariés, et spécialement des plus jeunes des salariés, est à l'inverse de cette idéologie spontanée du manager. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute la journée pour avoir un toit où dormir et profiter de ses soirées, évidemment. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute la semaine pour pouvoir s'offrir des week-ends. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute l'année pour pouvoir partir en vacances. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute la vie active pour pouvoir profiter de sa retraite. Bref, ce que savent d'instinct la plupart des salariés, et spécialement les plus jeunes d'entre eux, c'est qu'Aristote a raison. Le travail tend au repos, au loisir, au temps libre. Et non pas le repos, le loisir, le temps libre au travail. Bref, ce qu'ils savent, eux, c'est qu'il faut travailler pour vivre. Alors que les chefs d'entreprise ont la charmante tendance à penser qu'il faut vivre pour travailler. Le bon sens, l'intelligence, l'humanité, la spiritualité sont évidemment du côté des salariés et spécialement des plus jeunes des salariés. Donc, 1, le travail n'est pas une valeur morale. 2, il n'est pas non plus une fin en soi. Alors, comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que le travail, ce n'est pas important. C'est extrêmement important, le travail. Ce n'est qu'un moyen. Mais c'est presque toujours le plus important des moyens. Et c'est ce qu'il faut parfois rappeler à nos jeunes gens qui ont souvent tendance à l'oublier. Ce n'est pas l'apologie de la paresse. Du loisir, oui, mais de la paresse, non. Autrement dit, imagine que je fasse une conférence sur le travail, non pas devant des coachs, mais devant un groupe d'adolescents paresseux. Pardon pour le quasi-pléonasme, on va dire devant une classe de terminale. Je ne leur dirai pas le contraire de ce que je vous dis à vous. Il faut dire la vérité à tout le monde, y compris aux ados et aux paresseux. Mais c'est vrai qu'à eux, devant eux, je ne mettrai pas l'accent sur le même point. Devant des ados, je dirais plutôt, oui, bien sûr, vous avez raison, le travail, ce n'est pas une valeur morale, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Là-dessus, on est d'accord. Mais attention, les petits jeunes, ce n'est qu'un moyen, c'est vrai, mais c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Celui sans lequel vous n'arriverez jamais à rien. Parce que c'est ça que nos jeunes gens, souvent, ont tendance à oublier. Mais là, je ne parle pas devant des ados paresseux, je parle devant des adultes, dont j'imagine que la plupart sont des gros travailleurs. Et donc à vous, je dis, non pas l'inverse, mais je ne mets pas l'accent sur le même point. Je dis plutôt, oui, vous avez raison, le travail, c'est extrêmement important. Mais attention, c'est extrêmement important comme moyen. Mais ce n'est malgré tout qu'un moyen. Donc, 1, le travail n'est pas une valeur morale. 2, il n'est pas non plus une fin en soi. 3, c'est pourquoi il doit avoir un sens. Alors, ce que je dis n'est cohérent que parce que je fais une différence entre la valeur et le sens. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, parce que je ne veux pas dépasser le temps qui m'était imparti, mais disons que la valeur, elle est intrinsèque. J'entends par là que la justice, je parle des valeurs morales. La justice, la générosité sont des valeurs morales. Elles valent en elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Alors que le sens, lui, il est toujours extrinsèque. Il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Quel que soit le sens du mot sens. C'est-à-dire que le mot sens a 3 sens principaux, la sensation, les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, la signification, le sens d'un mot, le sens d'une phrase, enfin la direction. J'ai pris le métro ce matin dans le sens nord-sud, en gros, nord-ouest, sud-est. Eh bien, en fait 3 sens du mot sens, le sens est extrinsèque. Je l'illustre d'un exemple, je vous demande de sentir votre odorat. Allez-y. C'est bizarre, je ne sens rien. Eh oui, l'odorat est rigoureusement inaudible. Je vous demande d'écouter votre oui. Je n'entends. Enfin, l'odorat, pardon, est inodore. Je vous demande d'écouter votre oui. L'ouïe est inaudible. Je vous demande de voir votre vue. La vue est invisible. Autrement dit, il n'est sensation que de l'autre. Aucun sens ne se perçoit lui-même, il n'est sensation que de l'autre. Pareil pour le sens d'un mot. Le sens du mot table ou pupitre, c'est plus une table haute. Le sens du mot, ce n'est pas le mot.
c'est la table, qui n'est pas un mot. C'est-à-dire, il y a un verre posé sur la table. Si je vous disais, il y a un verre posé sur le mot table, vous diriez, il a pété des plombs, ce qui prouve bien que le sens du mot table, ce n'est pas le mot, c'est la table. Enfin, la direction, je suis venu à Bercy. Je venais en l'occurrence, moi je suis tout près Gare de Lyon, mais quand même, c'est pas Bercy. Mais j'aurais pu venir aussi bien du 20e, de Lyon, de Bordeaux, de New York ou de Shanghai. Où qu'on soit dans le monde, on peut venir à Bercy. Et donc Bercy fait sens ou peut faire sens dans le monde entier, à la seule condition qu'on désire s'y rendre. Ou plutôt non. Bercy fait sens ou peut faire sens dans le monde entier, sauf en un point et un seul. C'est pas de peau, c'est justement où nous sommes, à Bercy. Quand on est à Bercy, il est impossible d'y aller. Eh bien, je vais vous dire, le sens, ce n'est jamais où l'on est, c'est toujours où l'on va. Et personne ne peut aller où il est, ni être où il va. Bref, le sens est toujours ailleurs. C'est pas de peau là encore, parce que nous sommes toujours ici. Pas toujours ici à Bercy, mais où que vous soyez, c'est un ici par définition, et où que vous soyez, le sens, lui, il est ailleurs, non pas ici où vous êtes, mais là-bas où vous allez. Bref, il n'est sens que de l'autre. Ça veut dire quelque chose de très important, c'est avec le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Qui confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Et tant que nos managers n'auront pas compris quelle est cette autre chose que le travail qui donne sens au travail, ils auront tendance à faire du travail une fin en soi, c'est-à-dire une valeur morale. Alors ça, c'est très confortable pour le manager. Parce que si le travail est une valeur morale, d'abord, il fait le plus beau métier du monde. Il aide ses concitoyens, ses contemporains à être vertueux, chapeau bas. Ensuite, si le travail est une valeur morale, il est autorisé à traiter ses collaborateurs de paresseux. On sait bien que ça ne sert à rien pour le managérial, mais ça fait du bien au manager, ça le détend. Enfin, si le travail était une valeur morale, il serait dispensé de chercher un sens au travail. Mais comme le travail n'est pas une valeur morale, et comme les salariés le savent bien pour la plupart, malgré les discours de Sarkozy, de Manuel Valls et Horresco Referens d'Emmanuel Macron, eh bien voilà, traiter ses collaborateurs de paresseux, ça ne sert à rien. Les managers ne font pas le plus beau métier du monde, ils font un beau métier parmi d'autres, comme les coachs, pas plus, pas moins. Et enfin, rien ne peut dispenser personne de chercher un sens à son travail. Et dès lors que le sens est forcément extrinsèque, extérieur à l'objet qui a du sens, ça veut dire que concrètement, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait courir les travailleurs ? Alors, est-ce qu'ils courent après le travail ? Non, je le rappelais tout à l'heure, travailler, la plupart, ils ne préféreraient pas. Est-ce qu'ils courent après la valeur travail, la vertu ? Non, ils ont raison, le travail, ce n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. Est-ce qu'ils courent après l'argent ? Bah oui, pour une part, le plus souvent, c'est pour ça d'abord qu'ils travaillent. Sauf que l'argent, comme l'avait dit un jour un chef d'entreprise, l'argent, me disait-il, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, ça rend motivable. Oui, ça rend motivable. Si vous ne les payez pas, ils ne seront pas motivés, ça c'est clair, mais la question ne se posera plus. Mais ça n'a jamais motivé personne parce que celui qui paraît peut-être ne travaillerait que pour l'argent, en tout cas que pour le fixe, le salaire. Ça peut être différent pour les primes ou les parts variables. Mais celui qui ne travaillerait que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence quand on en fait justement au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et donc ça, par définition, le salaire ne peut pas l'obtenir. Et puis, comme l'avait dit un autre jour, un autre chef d'entreprise, il me disait, oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de le payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Autrement dit, le sens du travail, c'est autre chose que le travail pour lequel on travaille. Mais évidemment, c'est le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours heureux au boulot. Mais ça veut dire que celui qui s'emmerde au boulot, pourquoi est-ce qu'il vient bosser quand même ? Parce qu'il pense qu'il sera plus heureux au total en étant salarié dans un boulot qui l'emmerde qu'en étant chômeur dans la misère. Et en gros, il a raison concrètement.
Mais ça veut dire que le bonheur est le but de tous ceux qui travaillent. On travaille en gros pour être heureux. Mais il y en a pour qui le bonheur commence à la fin de la journée de travail. 17h, 18h, 19h parfois. D'autres pour qui le bonheur commence le vendredi soir. Quelle tristesse quand même d'attendre la fin du travail pour être heureux. Et donc si le sens du travail, c'est le bonheur qu'il permet, ou qu'on y trouve, ça veut dire que la pierre de touche du management réussi, et donc du coaching réussi, c'est le bonheur au travail. Je vous remercie pour votre attention.